Mes parents ont favorisé ma sœur toute ma vie, puis elle a découvert que j'avais 15 millions d'euros et a fait une crise de nerfs monumentale lors du dîner de Thanksgiving. Papa est resté sans voix. Je m'appelle Camille et pendant 32 ans, j'ai vécu dans l'ombre de ma sœur Aurélie. Peu importe à quel point je travaillais dur ou ce que j'accomplissais, j'étais toujours la fille de second ordre aux yeux de mes parents. Ce qu'ils n'ont jamais su, c'est que pendant qu'ils étaient occupés à faire l'éloge de ma sœur très ordinaire, j'ai tranquillement bâti une fortune de 15 millions d'euros. Tout a changé le réveillon de Noël dernier, lorsque mon secret soigneusement gardé a explosé au-dessus de la dinde et de la farce. Ayant grandi dans la banlieue de Lyon, notre famille de classe moyenne semblait parfaite en apparence. Mon père, Jacques, travaillait comme expert en sinistre tandis que ma mère, Diane, enseignait en CE2 à l'école primaire du quartier. Nous vivions dans un modeste pavillon en meulière de 4 chambres avec une pelouse soignée à l'avant et une balançoire à l'arrière. Mais à l'intérieur de ces murs, la dynamique familiale était tout sauf égalitaire. Dès la naissance de ma sœur Aurélie, 2 ans avant moi, elle a été l'enfant chéri. J'ai des souvenirs vifs de feuilleter les albums photos de famille où Aurélie avait des livres entiers consacrés à ses premiers pas, ses premiers mots et son premier jour de maternelle. Mes propres étapes importantes, en comparaison, méritaient peut-être une page ou deux, glissées à l'arrière de ces albums, presque comme une pensée après coup. Le favoritisme se manifestait d'innombrables petites manières qui s'accumulaient comme de minuscules coupures de papier au fil des ans. Quand Aurélie a commencé les cours de danse à l'âge de 6 ans, mes parents assistaient à chaque gala, assis au premier rang avec des fleurs et prenant des dizaines de photos. Ils ont transformé notre salon en un sanctuaire à sa danse, avec des trophées et des photos exposées bien en vue. L'été où j'ai remporté le concours scientifique régional à 12 ans, ils ont manqué la cérémonie parce qu'Aurélie avait une compétition de danse le même jour. Mon diplôme a fini dans un tiroir de ma chambre. Les matins de Noël racontaient la même histoire. Aurélie déballait des cadeaux coûteux, des choses qu'elle avait spécifiquement demandées, tandis que je recevais des articles pratiques ou des cadeaux génériques qui montraient peu de réflexion. Une année ressort douloureusement dans ma mémoire. Aurélie, 14 ans à l'époque, a reçu un magnifique collier en or blanc avec un pendentif en saphir assorti à ses yeux. J'ai reçu une série de livres éducatifs sur des scientifiques célèbres. Non pas que je n'aimais pas la science, mais le message était clair. Aurélie méritait de belles choses tandis que je devais me concentrer sur le côté pratique. Même la façon dont nos parents nous disciplinaient différait radicalement. Quand Aurélie rentrait après l'heure convenue ou se faisait prendre à mentir sur où elle avait été, mes parents s'asseyaient avec elle pour une conversation douce sur le fait de faire de meilleurs choix. Quand je commettais les mêmes infractions, j'étais immédiatement consigné, souvent avec des corvées supplémentaires en guise de punition. Le 2 poids, 2 mesures était si évident que même nos voisins en faisaient la remarque. Nos chambres racontaient l'histoire de l'investissement parental. La chambre d'Aurélie était redécorée toutes les quelques années pour correspondre à ses intérêts changeants. D'abord, ce furent les ballerines, puis les stars de la pop, puis un refuge pour adolescentes sophistiquées avec une coiffeuse et un siège de fenêtre moelleux. Ma chambre a gardé les mêmes murs jaunes pâles et les meubles de base de l'école primaire jusqu'à l'obtention de mon bac. Quand j'ai demandé à peindre mes murs en bleu foncé en 4e, ma mère a répondu « Nous n'avons pas d'argent pour des changements inutiles en ce moment ». 2 semaines plus tard, ils ont surpris Aurélie avec une rénovation complète de sa chambre. J'ai appris très tôt que le chemin vers toute attention parentale passait par la réussite scolaire. Alors qu'Aurélie était une élève avec des notes correctes qui excellait dans les activités sociales, je me suis poussé à n'obtenir que des mentions. J'ai rejoint tous les clubs de l'école, participé à des concours et veillé tard pour étudier. Mes parents reconnaissaient ces réalisations avec des hochements de tête distraits ou des commentaires comme « C'est bien, mais ne veux-tu pas essayer quelque chose d'amusant comme ta sœur ?» Le rejet constant de mes accomplissements aurait pu briser mon esprit, mais au lieu de cela, il a forgé quelque chose de différent en moi, une indépendance farouche. À 13 ans, j'ai cessé de chercher leur approbation. Je suis devenu autonome, apprenant à cuisiner seul, gérant mon propre emploi du temps et trouvant mes propres moyens de transport pour les compétitions académiques. J'ai regardé Aurélie continuer à dépendre de nos parents pour tout, de la lessive à l'aide aux devoirs, bien après le début de ses années de lycée. La seule personne qui me voyait vraiment, était ma grand-mère, Elisabeth, la mère de mon père. Mamie Lise était une femme vive et pragmatique qui avait travaillé comme comptable à une époque où peu de femmes avaient une carrière. Lors de mes visites hebdomadaires chez elle, elle me posait des questions détaillées sur mes intérêts scolaires et écoutait attentivement mes réponses. J'avais 15 ans quand Mamie Lise a commencé à m'enseigner l'argent. Un après-midi, alors que nous faisions des biscuits dans sa cuisine,
elle m'a demandé si je savais ce qu'étaient les intérêts composés. Quand j'ai secoué la tête, elle a sorti un bloc-notes et m'a montré comment l'argent pouvait fructifier avec le temps. Ce jour-là a changé ma vie. Au cours des 3 années suivantes, elle m'a appris tout ce qu'elle savait sur l'investissement, l'épargne et la constitution d'un patrimoine, des leçons que mes parents n'ont jamais pris la peine de partager avec aucune de leurs filles. Ta sœur reçoit peut-être toute l'attention maintenant, m'a dit une fois Mamie Lise, mais c'est toi qui as l'esprit pour réussir. N'oublie pas, la vraie richesse n'est pas ta pas accent grave l'œil. Les personnes les plus riches dans une pièce sont rarement celles qui l'affichent. Ma fête de remise du baccalauréat aurait dû être un jour de triomphe. J'étais major de ma promotion, j'avais obtenu une bourse d'excellence pour l'université et j'avais été accepté dans leur prestigieuse filière de commerce. Alors que je prononçais mon discours depuis le podium, j'ai aperçu ma famille dans le public. Mon père filmait, mais j'ai découvert plus tard que la vidéo montrait principalement Aurélie réagissant à divers moments plutôt que moi en train de parler. Pendant ma fête, mes parents ont passé la plupart du temps à raconter aux proches l'acceptation d'Aurélie dans une grande école de commerce privée et coûteuse, malgré ses notes médiocres. Mes accomplissements ont été mentionnés comme une brève parenthèse. C'est bien que Camille ait eu cette bourse. Elle a toujours été si pragmatique. Cette nuit-là, je me suis fait une promesse. Un jour, je construirai une vie si réussie qu'il serait impossible de l'ignorer. Mais au moment où j'y suis parvenu, je me suis demandé si je voudrais même encore de leur reconnaissance. Pendant qu'Aurélie partait pour le SCP, une école privée coûtant plus de 20 000 € par an, je me suis inscrite à l'Université publique de Lyon grâce à ma bourse complète. Le contraste dans la manière dont nos éducations étaient soutenues n'aurait pas pu être plus frappant. Mes parents ont aidé Aurélie à meubler sa chambre d'étudiante avec tout ce qu'il y a de neuf, de la literie coordonnée à un mini-réfrigérateur et au dernier ordinateur portable. Ils ont conduit 4 heures pour l'aider à emménager, restant le week-end pour s'assurer qu'elle était bien installée. Pour mon emménagement à l'université, mon père m'a déposé avec mes 2 valises et une boîte de fournitures d'occasion, en disant « Eh bien, tu as toujours été indépendante. Je suis sûr que tu te débrouilleras. Appelle si tu as absolument besoin de quelque chose. » Il était de retour dans la voiture en 20 minutes, se dépêchant de rentrer pour aider ma mère à préparer un colis pour Aurélie, qui était à son école depuis seulement 2 semaines et avait déjà le mal du pays. Quand j'appelais à la maison ce premier semestre, mes parents semblaient toujours distraits, impatients de me parler de la vie sociale d'Aurélie et de la façon dont elle s'adaptait. Quand j'ai mentionné ma moyenne de 17/20 après les partiels, ma mère a dit « C'est bien, ma chérie. Est-ce que je t'ai dit qu'Aurélie a été invitée à rejoindre la meilleure association étudiante du campus ?» Les disparités financières sont devenues encore plus apparentes au fur et à mesure de mes études universitaires. Mes parents n'ont rien contribué à mon éducation, me rappelant que j'avais une bourse chaque fois que l'argent était mentionné. Pendant ce temps, non seulement ils payaient l'intégralité des frais de scolarité d'Aurélie, mais ils lui donnaient aussi une allocation mensuelle pour ses dépenses. Je cumulais 3 emplois pour couvrir mes frais de subsistance. Des services du matin au café du campus, des heures le week-end à la bibliothèque universitaire et du tutorat pour d'autres étudiants en économie et en finance. Malgré mon emploi du temps chargé, j'ai maintenu d'excellentes notes et j'ai commencé à me démarquer dans mes cours de gestion. Pendant ma 2e année, le professeur Lambert, qui enseignait l'analyse financière, m'a demandé de rester après le cours un jour. « Mademoiselle Martin », dit-il en s'appuyant contre son bureau. « J'enseigne depuis 25 ans et je vois rarement le genre d'aptitude pour les marchés financiers que vous possédez. Avez-vous réfléchi à où vous voulez mener ce talent ?» Cette conversation a marqué un tournant. Le professeur Lambert est devenu le mentor dont j'avais toujours eu besoin, m'introduisant à des contacts de l'industrie et me recommandant pour des stages compétitifs. L'été après ma 3e année, j'ai décroché un poste chez Lafayette Investissement, travaillant directement sous leur directeur de la stratégie. Pendant qu'Aurélie passait cet été à parcourir l'Europe en sac à dos aux frais de nos parents, je travaillais 60 heures par semaine, absorbant tout ce que je pouvais sur les stratégies d'investissement et l'analyse de marché. Pendant ma dernière année d'université, Mamie Lise est décédée subitement d'un AVC. Sa mort m'a dévasté d'une manière que mes parents ne pouvaient pas comprendre. Alors qu'ils la voyaient simplement comme un membre de la famille, j'avais perdu ma championne, mon mentor et la seule personne qui avait jamais pleinement cru en mon potentiel. Un mois après les funérailles, j'ai reçu une lettre du notaire de Mamie Lise. Elle m'avait laissé 50 000 €, toutes les économies de sa vie. Mes parents ont été choqués, car ils s'attendaient à ce que sa modeste succession soit partagée équitablement entre tous les membres de la famille. « Tu devrais envisager de partager ça avec ta sœur »,
a suggéré mon père lors d'un dîner. Aurélie pense à faire un master, et cet argent pourrait vraiment l'aider. Je l'ai regardé avec incrédulité. Est-ce que Mamie Lise a laissé cet argent à Aurélie? Non, mais la famille devrait se soutenir, a ajouté ma mère. Ta sœur a des rêves coûteux, et tu t'es toujours bien débrouillée toute seule. Pour la première fois de ma vie, je leur ai refusé catégoriquement. C'est mon héritage de la seule personne qui a soutenu mes objectifs, ai-je dit. Et je vais l'utiliser exactement comme elle l'aurait voulu. J'ai investi chaque centime de cet héritage en utilisant les principes que Mamie Lise m'avait enseignés. C'est devenu le capital de départ de ce qui allait devenir ma fortune. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai accepté un poste chez Richelieu Finance à Paris, dans leur division des marchés émergents. Mon salaire de départ était modeste pour le coût de la vie parisien, mais le potentiel de croissance était substantiel. Je vivais dans un minuscule studio avec 3 colocataires, ne dépensais rien en luxe et investissais 50% de chaque salaire. Au cours de ces premières années de carrière, je me suis forgé une réputation pour repérer des opportunités d'investissement que d'autres manquaient. Tandis que mes collègues se concentraient sur les marchés traditionnels, je faisais des recherches sur les technologies émergentes et les entreprises d'énergie durable avant qu'elles ne deviennent des secteurs d'investissement à la mode. À 26 ans, j'avais assez économisé pour prendre un risque calculé. J'ai quitté Richelieu Finance et j'ai lancé ma propre société d'investissement, CM Stratégie. Le nom était intentionnellement neutre, ne révélant pas qu'une jeune femme était à la barre. Je me suis concentré sur une niche spécifique, identifiant des entreprises sous-évaluées avec des technologies innovantes et un leadership féminin fort. Ma première grande percée est survenue lorsque j'ai investi massivement dans une start-up de biotechnologie dirigée par une femme qui avait développé un outil de diagnostic révolutionnaire. Lorsque l'entreprise a été rachetée l'année suivante, mon investissement initial a été multiplié par 10. À 27 ans, ma valeur nette avait dépassé le seuil du $1 million, bien que personne dans ma famille n'en ait la moindre idée. J'ai déménagé dans un appartement confortable mais pas à accent Graveleuil à Paris et j'ai limité mes contacts avec ma famille aux visites de fête et aux appels téléphoniques occasionnels. Lors de ces interactions, mes parents ont continué leur schéma de toute une vie. Aurélie, qui avait navigué entre des emplois en marketing et gagné un salaire tout à fait moyen, était sans cesse louée pour sa créativité et ses relations sociales. Ma carrière était à peine reconnue. Et quand elle l'était, ma mère disait des choses comme « C'est bien que tu aies trouvé un travail stable, même si ça a l'air terriblement ennuyeux. » Lors des réunions de famille, les proches posaient à Aurélie des questions détaillées sur sa vie, tandis que je recevais des demandes génériques pour savoir si je sortais avec quelqu'un. Quand je mentionnais que mon entreprise se portait bien, la conversation revenait rapidement à Aurélie, qui était excitée à l'idée de planifier un voyage à Bali que nos parents finançaient en partie, bien qu'elle ait 30 ans à l'époque. J'ai cessé d'essayer de partager mes succès et j'ai plutôt créé une version fictive de ma vie pour la consommation familiale. Je travaillais dans un emploi financier ordinaire avec des horaires réguliers et un salaire régulier. C'était plus facile que d'expliquer la vérité et de voir leurs yeux devenir vides ou pire, de les voir soudainement s'intéresser à ma vie uniquement à cause de l'argent. Au cours des 5 années suivantes, CM Stratégie est passé d'une entreprise unipersonnelle à une société d'investissement de niche avec 15 employés et plus de 200 millions d'euros sous gestion. Ma stratégie d'investissement combinait une analyse minutieuse avec une prise de risque calculée. J'ai développé un algorithme qui identifiait les entreprises avec de solides fondamentaux mais des cours de bourse temporairement déprimés en raison de réactions excessives du marché. L'un de mes plus grands succès est venu d'un investissement massif dans des entreprises de stockage d'énergie renouvelable juste avant que des changements de politique majeurs ne fassent exploser le secteur. Une autre manne a résulté de l'identification d'un modèle dans l'adoption de la technologie grand public qui m'a conduit à investir dans 3 entreprises obscures qui ont ensuite été rachetées par des géants de la technologie. À 30 ans, ma valeur nette personnelle avait atteint 5 millions d'euros. À 32 ans, ce nombre avait triplé pour atteindre 15 millions, me plaçant fermement dans le top 1% des Français de mon âge. Je possédais un superbe appartement dans le 6e arrondissement de Paris avec des baies vitrées donnant sur le jardin du Luxembourg. Je passais mes vacances dans des stations balnéaires exclusives et je pouvais me permettre tout ce que je voulais. Non pas que je dépensais de manière extravagante, les leçons de ma grand-mère sur la richesse discrète m'étaient restées. Pourtant, pour ma famille, je restais juste Camille qui travaillait dans la finance. J'ai soigneusement entretenu cette fiction par diverses stratégies. J'avais un téléphone séparé pour les appels familiaux. Je ne postais jamais sur mes succès professionnels sur les réseaux sociaux. Lorsque je rendais visite à mes parents, je conduisais une Peugeot de location plutôt que ma Tesla.
Je portais des vêtements simples sans marque de créateur, attachant mes cheveux en queue de cheval et portant un maquillage minimal pour renforcer l'image de quelqu'un de concentré sur le travail plutôt que sur le succès. J'avais plusieurs raisons de maintenir cette tromperie élaborée. Premièrement, je craignais que si mes parents connaissaient ma richesse, ils me demanderaient immédiatement de l'argent, non pas pour eux-mêmes, mais pour Aurélie. Tout au long de notre vie d'adulte, ils avaient continué à la soutenir financièrement chaque fois qu'elle rencontrait des difficultés, que ce soit pour l'aider avec ses cautions d'appartement ou la renflouer quand elle accumulait des dettes de carte de crédit. Deuxièmement, et peut-être plus important encore, je ne voulais pas être soudainement valorisé uniquement pour mon argent après avoir été ignoré toute ma vie. Qu'est-ce que cela dirait de notre relation si le succès financier était ce qui me valait enfin l'attention et l'approbation qui m'avaient été refusées? Cette pensée me rendait malade. Enfin, des années de négligence émotionnelle m'avaient rendu protectrice de mes réalisations. Mon succès était le mien seul, bâti sans leur soutien ni leurs encouragements. Une partie profonde et blessée de moi ne voulait pas le partager avec les gens qui n'avaient jamais cru en moi. À Paris, je vivais une vie entièrement différente. Je siégeais au conseil d'administration de start-up technologiques, j'étais présenté dans des publications comme Les Échos et j'assistais à des événements exclusifs de l'industrie. Je possédais des vêtements de créateurs et des bijoux fins que je ne portais jamais en présence de ma famille. Je sortais avec des hommes prospères qui comprenaient l'ambition et la motivation. Mes deux vies ne se croisaient jamais, et je suis devenue experte pour passer de l'une à l'autre. Le Noël dernier a offert un exemple parfait de cette performance. J'ai pris le train pour la maison pendant 3 jours, apportant des cadeaux à prix modeste et portant des jeans et des pulls simples. Tout au long du dîner, mes parents se sont extasiés sur la récente promotion d'Aurélie au poste de directrice marketing senior dans une entreprise locale, un poste qui payait probablement moins que ce que je dépensais annuellement en voyage d'affaires. N'est-ce pas merveilleux, a dit ma mère en serrant la main d'Aurélie. Et ils lui ont donné une prime de 5 000 €. J'ai hoché la tête et souri, sans mentionner que j'avais fait don de 50 fois ce montant à une initiative de codage pour filles la semaine précédente. Quand mon père m'a interrogé sur mon travail, j'ai donné une réponse délibérément vague sur des projets qui se passaient bien, ce qui l'a incité à dire « Eh bien, tant que tu es stable, c'est ce qui compte. » Tout le monde n'a pas besoin de gravir les échelons. J'étais devenu si habitué à cette dynamique qu'elle me dérangeait rarement. Du moins, c'est ce que je me disais. Mais cela a changé quand j'ai rencontré Michel, un architecte prospère avec sa propre agence. Michel a vu à travers mes murs soigneusement construits dès notre premier rendez-vous. Après 3 mois de relation, il a posé la question que personne n'avait pris la peine de poser auparavant. Pourquoi minimises-tu ton succès auprès de ta famille? La question m'a prise au dépourvu. Nous dînions dans mon appartement et je venais de terminer un appel téléphonique avec ma mère au cours duquel j'avais une fois de plus esquivé les questions sur mon travail avec des réponses intentionnellement ennuyeuses. Je ne le minimise pas, ai-je dit automatiquement. Ils ne sont simplement pas intéressés par la finance. Michel m'a lancé un regard entendu. Camille, tu es l'une des personnes les plus prospères que je connaisse. Tu gères des centaines de millions d'actifs. Tu as été profilé dans Challenge. Pourtant, tu viens de dire à ta mère que tu as eu une journée normale au bureau à vérifier des tableurs. Quand je n'ai pas répondu, il a continué plus doucement. Je ne te juge pas. Je suis juste curieux de savoir pourquoi tu leur caches une si grande partie de toi-même. Cette nuit-là, j'ai raconté à Michel toute l'histoire de mon enfance et des années de négligence émotionnelle. Il a écouté sans interruption, et quand j'ai fini, il a dit quelque chose qui a profondément résonné. Vivre 2 vies séparées doit être épuisant. À un moment donné, ne veux-tu pas simplement être toi-même dans ton intégralité? Sa question m'est restée en tête pendant des semaines. À l'approche de Noël, j'ai pris une décision. Je n'allais pas annoncer ma richesse ou mon succès de manière spectaculaire, mais j'allais cesser de le cacher activement. J'amènerai Michel à la maison pour rencontrer ma famille, je porterai des vêtements que j'aimais vraiment et je répondrai honnêtement aux questions sur mon travail si on me les posait. Comme un petit pas vers l'authenticité, j'ai acheté une nouvelle télévision pour mes parents, un modèle agréable mais pas extravagant. C'était quelque chose dont ils avaient besoin car leur télévision actuelle avait plus de 10 ans et représentait une infime fraction de ce que je pouvais réellement me permettre de leur offrir. Pourtant, c'était plus cher que mes cadeaux génériques habituels, et je me sentais à la fois nerveuse et excitée par ce petit pas vers l'honnêteté. Le trajet en TGV de Paris à Lyon l'avant-veille de Noël m'a rempli d'une anxiété familière, malgré la présence rassurante de Michel. En arrivant dans la rue de mes parents, j'ai immédiatement remarqué la nouvelle Audi d'Aurélie garée dans l'allée,
une voiture que je savais que mes parents avaient aidé à financer malgré son prétendu succès professionnel. C'est l'heure du spectacle, ai-je murmuré à Michel alors que nous nous garions dans la rue et prenions nos sacs. La télévision, emballée dans un papier argenté de bon goût avec un ruban bleu, était sur le siège arrière. Je la livrerai après m'être installé. Dès que nous avons franchi la porte d'entrée, la dynamique familiale s'est établie avec une prévisibilité douloureuse. Ma mère est passée devant moi en courant pour serrer Michel dans ses bras, ravie de rencontrer mon petit ami Prosper, tandis que mon père m'a donné une tape distraite sur l'épaule avant de crier « Aurélie, Camille est là ». Aurélie est entrée dans la pièce comme si elle faisait une entrée sur scène. À 34 ans, ma sœur se comportait toujours avec l'assurance de quelqu'un à qui on avait dit toute sa vie qu'elle était spéciale. Ses cheveux blonds foncés étaient fraîchement méchés, son maquillage impeccable. « Cam », s'est-elle exclamée en me donnant une accolade rapide qui a à peine établi le contact. Elle s'est immédiatement tournée vers Michel, l'évaluant avec une approbation évidente. « Alors, c'est toi le fameux Michel. Maman dit que tu es architecte. » Pendant que Michel gérait les présentations avec grâce, j'ai jeté un coup d'œil au salon. De nouvelles photos d'Aurélie et de son mari Bruno dominaient la cheminée, y compris plusieurs de leurs vacances à la Réunion auxquelles nos parents avaient contribué comme cadeau d'anniversaire. J'ai repéré exactement une photo de moi, une photo de remise de diplôme de 5 ans, rangée sur une table d'appoint. Le dîner de ce soir-là était une masterclass de favoritisme subtil. Ma mère avait préparé tous les plats préférés d'Aurélie, y compris le bœuf bourguignon laborieux qu'elle adorait. Quand j'ai proposé d'aider dans la cuisine, ma mère a dit « Pas besoin, ma chérie. Aurélie a déjà si joliment mis la table. » La conversation du dîner a tourné entièrement autour de la récente promotion d'Aurélie. Elle a agité les mains de manière théâtrale en décrivant son nouveau bureau avec vue et son équipe de 2 jeunes spécialistes du marketing qui lui rendaient compte. « C'est une telle validation, vous savez, dit-elle en sirotant son vin. Toutes ces années de réseautage et de construction de relations portent enfin leurs fruits. Ils m'ont spécifiquement dit que mes compétences relationnelles étaient la raison pour laquelle j'ai obtenu le poste. » Mes parents ont hoché la tête avec enthousiasme tout au long de son histoire. Quand Bruno a mentionné que la promotion ne s'accompagnait que d'une modeste augmentation, mon père a immédiatement dit « Eh bien, tu sais, nous pouvons aider si tu as besoin de moderniser certaines choses pour ton nouveau poste. » Les premières impressions comptent en affaires. Personne n'a posé de questions sur mon travail jusqu'au dessert, lorsque ma mère s'est tournée vers moi et a dit « Et comment va ton travail, Camille? Toujours à faire tes trucs de tableur ?» Avant que je puisse répondre, Aurélie est intervenue. Elle ne saurait de toute façon pas quoi faire d'une promotion, a-t-elle ri. Vous vous souvenez comme elle a toujours détesté être le centre de l'attention? Elle est plus heureuse derrière un bureau. Plus tard dans la soirée, j'ai découvert que Michel et moi avions été assignés à la petite chambre d'amis avec le canapé-lit inconfortable, tandis qu'Aurélie et Bruno avaient la suite d'invités principales avec le grand lit et la salle de bain attenante. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle a semblé sincèrement confuse par mon objection. Aurélie et Bruno sont habitués à un certain niveau de vie, a-t-elle expliqué. Et tu sais que ta sœur a des problèmes de dos. De plus, tu as toujours été moins difficile pour l'hébergement. Cette nuit-là, alors que Michel et moi essayions de nous installer confortablement sur l'antique canapé-lit, il a chuchoté, sont-ils toujours comme ça? En fait, ils se comportent mieux parce que tu es là, ai-je répondu, à moitié en plaisantant. Le lendemain matin, le jour du réveillon, j'ai surpris une conversation qui a confirmé que rien n'avait changé malgré mon succès d'adulte. Je descendais le couloir quand j'ai entendu mon nom mentionné dans la cuisine. Je me suis arrêté juste hors de vue. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi Camille n'a pas pu progresser dans sa carrière, disait ma mère. Elle a toujours été si douée en maths et dans ses choses analytiques. Certaines personnes n'ont tout simplement pas d'ambition, a répondu mon père. Elle s'est toujours contentée de moins, pas comme Aurélie qui s'efforce toujours d'en avoir plus. J'ai entendu Aurélie soupirer de manière théâtrale. Ça me fait de la peine pour elle parfois. Et maintenant, elle a ramené ce type vraiment prospère à la maison. Je l'ai cherché sur Google. Vous savez, son cabinet d'architecte réalise d'énormes projets. Je lui donne 6 mois avant qu'il ne réalise qu'elle n'est pas à son niveau. Je suis resté figé, leurs mots me blessant plus profondément qu'ils n'auraient dû, étant donné le nombre de fois où j'avais entendu des sentiments similaires. Michel m'a trouvé là, a posé une main douce sur mon épaule et a chuchoté, allons faire une promenade. Dehors, dans l'air vif de décembre, j'ai finalement laissé les larmes couler. Ça a été comme ça toute ma vie, ai-je dit.
Rien de ce que je fais n'est jamais assez. Et maintenant, ils ont pitié de moi parce qu'ils pensent que tu es trop brillant pour moi. Michel s'est arrêté de marcher et s'est tourné pour me faire face. Tu sais ce que je pense? Je pense qu'il est temps qu'il sache exactement qui tu caches. Plus tard cet après-midi-là, alors que j'aidais ma mère à préparer le repas de Noël, j'ai pris un appel professionnel que je ne pouvais pas éviter. Un de nos principaux investissements était en cours de finalisation et ma contribution était requise. Je suis sorti dans le jardin pour plus d'intimité, parlant avec assurance de chiffres à millions d'euros et d'ajustements stratégiques. Je n'ai réalisé qu'Aurélie m'avait suivi dehors que lorsque j'ai mis fin à l'appel et que je me suis retourné pour la trouver debout près de la porte arrière, son expression suspicieuse. « C'était qui ?» demanda-t-elle. Ça avait l'air assez intense pour quelqu'un qui fait juste de la saisie de données ou quelque chose du genre. Juste des trucs de travail, ai-je dit, tentant de la dépasser pour entrer dans la maison. Elle m'a bloqué le passage. Depuis quand les analystes de données parlent-ils de portefeuille d'investissement et de rendement à 7 chiffres? Quel est ton travail, en fait? Avant que je puisse formuler une réponse, ma mère nous a appelés à l'intérieur pour aider à mettre la table. Aurélie m'a jeté un long regard calculateur avant de se détourner, mais je savais que la conversation n'était pas terminée. Mon récit soigneusement construit commençait à s'effilocher, et je me sentais à la fois terrifié et étrangement soulagé. Le dernier fil a cédé lorsque Michel, en pleine conversation décontractée avec Bruno, a mentionné notre prochain voyage à Tokyo. Camille a un nouveau client là-bas, a-t-il expliqué. Mais nous prolongeons le voyage pour explorer la ville. Je n'y suis jamais allé, mais Camille y va plusieurs fois par an pour le travail. J'ai vu la tête d'Aurélie se redresser de l'autre côté de la pièce, ses yeux se plissant alors qu'elle traitait cette nouvelle information qui contredisait tout ce que je leur avais dit sur ma modeste carrière. Alors que nous nous dirigions vers la salle à manger pour le repas de Noël, je sentais la tension monter comme un orage à l'horizon. La salle à manger ressemblait à une scène de film de Noël traditionnel. Ma mère avait utilisé sa plus belle nappe, celle avec des feuilles de houx brodées que ma grand-mère lui avait données des années auparavant. La belle vaisselle, qui n'apparaissait que pour les grandes occasions, était disposée précisément à chaque place. Une dinde dorée trônait au centre de la table, entourée de tous les accompagnements classiques, purée de pommes de terre onctueuses, sauce riche, gratin de haricots verts garnis d'oignons croustillants, gratin dauphinois, sauce aux érelles, et des petits pains frais encore chauds du four. Nous avons pris nos places, mon père à la tête de la table, ma mère au pied, et les couples de chaque côté. Mon père a dit une brève prière, remerciant pour la famille et l'abondance, des mots qui semblaient étrangement prophétiques compte tenu de ce qui allait se dérouler. Les 15 premières minutes se sont déroulées assez agréablement avec les commentaires habituels sur la tendreté de la dinde et les souvenirs des Noëls passés. Ma mère a adressé la plupart de ses questions à Aurélie et Bruno, leur demandant leur projet de rénovation de leur cuisine et s'ils envisageaient toujours de fonder une famille bientôt. Aurélie vient d'avoir 34 ans, il y a encore beaucoup de temps, a dit ma mère en serrant la main de ma sœur. Mais des petits-enfants seraient une telle bénédiction. Personne n'a mentionné que j'avais 32 ans et que je pourrais aussi envisager de fonder une famille. Michel a croisé mon regard par-dessus la sauce aux érelles et m'a adressé un sourire encourageant. Alors que la fin initiale était satisfaite et que les assiettes se remplissaient, mon père s'est tourné vers Michel avec un intérêt sincère. Alors, dis-nous en plus sur ton agence d'architecture. Ton site web a l'air impressionnant. Quel genre de projet gérez-vous habituellement? Pendant que Michel décrivait une récente rénovation de musée que son entreprise avait achevée, je me suis éclipsé pour récupérer la télévision emballée dans la voiture. En revenant dans la salle à manger, j'ai placé le grand paquet contre le mur et j'ai rejoint la table. Qu'est-ce que c'est? A demandé ma mère en remarquant le cadeau. Juste un petit quelque chose pour toi et papa, ai-je dit en essayant de paraître décontracté. Un cadeau de Noël en avance, mais j'ai pensé que vous pourriez l'apprécier pour les films des fêtes. Quand le dîner s'est terminé, j'ai apporté le paquet à mes parents. Ils avaient l'air surpris, car mes cadeaux étaient généralement petits et pratiques, des livres ou des gadgets de cuisine coûtant moins de 50 €. Mon père a déchiré le papier d'emballage pour révéler une télévision intelligente de 55 pouces. Pas le modèle le plus cher disponible, mais certainement une amélioration significative par rapport à leur ancien téléviseur. Ses sourcils se sont haussés en lisant les spécifications sur la boîte. Camille, c'est trop, a dit ma mère, l'air confuse. Ça a dû coûter une fortune. C'était en solde, ai-je menti instinctivement, puis je me suis reprise. En fait, non. Je voulais vous offrir quelque chose de bien.
Comment peux-tu te permettre quelque chose comme ça, a demandé mon père, son-on quelque part entre l'inquiétude et la suspicion. Celle-ci coûte plus de 1000 euros. Je me débrouille bien au travail, ai-je dit prudemment. Aurélie, qui avait examiné la boîte avec des yeux plissés, a sorti son téléphone. Le numéro de modèle était visible sur l'emballage, et j'ai réalisé avec un sentiment de malaise ce qu'elle faisait. 1500 euros, a-t-elle annoncé après une recherche rapide. Camille, c'est plus qu'un mois de loyer pour certaines personnes. Depuis quand peux-tu te permettre des cadeaux comme ça avec un salaire d'analyste de niveau intermédiaire? J'ai senti la main de Michel sur mon genou sous la table, un signe de soutien silencieux. Prenant une profonde inspiration, j'ai décidé de m'aventurer dans la vérité, en tâtant le terrain. En fait, je me suis très bien débrouillé au travail, ai-je commencé. Mon entreprise s'est considérablement développée ces dernières années, et je suis maintenant dans un poste de direction. Direction, a ricané Aurélie. Le Noël dernier, tu nous as dit que tu faisais toujours le même travail qu'à tes débuts. J'ai simplifié les choses, ai-je admis. La vérité, c'est que je possède ma propre société d'investissement. Nous avons beaucoup de succès. Un silence confus est tombé sur la table. Mon père me fixait comme si j'avais commencé à parler une langue étrangère. Ma mère regardait Aurélie comme si elle cherchait son interprétation de cette information. De quoi parles-tu, a exigé Aurélie. Tu n'as jamais mentionné posséder une entreprise. Pendant que cette conversation inconfortable se déroulait, les pouces d'Aurélie s'activaient sur son téléphone. J'ai réalisé qu'elle me cherchait sur Google. Et contrairement aux années précédentes, je n'avais fait aucun effort pour demander aux publications professionnelles d'utiliser mon deuxième prénom ou d'éviter les photographies dans les profils récents. La couleur a quitté le visage d'Aurélie alors qu'elle fixait son écran. Puis, dans un mouvement soudain qui a fait sursauter tout le monde, elle a claqué son téléphone sur la table et s'est levée. Camille Martin, PDG de CM Stratégie, a-t-elle lu sur son écran, sa voix montant à chaque mot. Une société d'investissement de niche gérant plus de 200 millions d'euros d'actifs. Présentée dans le classement Forbes 31h30 minutes édition Finance, nommée l'une des femmes les plus influentes de Paris dans le monde des affaires l'année dernière. Elle a levé les yeux de son téléphone, son visage tordu par l'incrédulité et une rage grandissante. Toutes ces années, tu as été quoi? Secrètement riche pendant que nous luttions pour payer les mensualités de notre prêt immobilier et que je devais supplier maman et papa de nous aider pour notre prêt Toto. Je suis resté calme, bien que mon cœur battait la chamade. Ce n'est pas exactement un secret. C'est juste quelque chose dont je ne discutais pas avec la famille. Quelque chose dont tu ne discutais pas, Aurélie criait presque maintenant. Tu nous as laissé penser que tu étais une employée de bureau ordinaire alors que tu vaux apparemment. Elle a jeté un nouveau coup d'œil à son téléphone et ses yeux se sont encore agrandis. Oh mon Dieu! 15 millions d'euros. La salle à manger est devenue complètement silencieuse. Mon père était assis, figé, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche, complètement sans voix. Ma mère a émis un petit son d'étouffement et a attrapé son verre d'eau d'une main tremblante. 15 millions d'euros, a répété Aurélie, sa voix maintenant un murmure dangereux. Toutes ces années, maman et papa m'ont aidé pendant que tu étais assise sur une fortune. Comment peux-tu être aussi égoïste? L'injustice de cette accusation a finalement brisé mon extérieur composé. Égoïste, ai-je répondu, ma voix égale mais intense. J'ai été égoïste. Oui, égoïste. Aurélie était en pleine crise maintenant, faisant les 100 pas à côté de la table. Sais-tu ce que nous aurions pu faire avec cet argent? Bruno et moi voulons acheter une maison depuis des années. Maman et papa ont dû puiser dans leur retraite pour nous aider avec les dépenses de base, et toi, tu accumules juste des millions. Mes parents étaient toujours sous le choc, incapables d'intervenir alors que leur enfant chéri continuait sa tirade. Combien as-tu exactement? A exigé Aurélie. Est-ce vraiment 15 millions ou plus? Et tu n'as jamais une seule fois proposé d'aider ta famille. Quelle sorte de personne es-tu? Michel a commencé à parler, mais j'ai posé ma main sur son bras. C'était ma bataille. Quelle sorte de personne suis-je, ai-je répété en me levant lentement. Laisse-moi te dire exactement quelle sorte de personne je suis, Aurélie. Je suis le genre de personne qui a été ignorée toute sa vie par sa propre famille. Je suis la fille dont les réussites scolaires ont été ignorées alors que tes galas de danse étaient traités comme des productions de l'Opéra Garnier. Je suis la sœur qui recevait des vêtements d'occasion pendant que tu avais des marques de créateurs, qui recevait des livres éducatifs pour Noël pendant que tu avais des bijoux.
Je me suis tourné vers mes parents, dont les expressions étaient passées du choc à une prise de conscience inconfortable. Je suis la fille qui a eu 3 emplois à l'université pendant que vous payiez l'intégralité des frais de scolarité d'Aurélie et lui donniez de l'argent de poche, ai-je continué. Je suis l'enfant dont vous avez à peine regardé le discours de remise de diplôme parce que vous étiez trop occupé à filmer les réactions d'Aurélie. Je suis la personne qui a bâti une entreprise de plusieurs millions d'euros à partir de rien, sans soutien, sans encouragement et sans un seul mot de fierté de votre part. Bruno fixait son assiette, visiblement mortifié. Ma mère avait des larmes qui coulaient sur son visage. Mon père n'avait toujours pas parlé, sa bouche légèrement ouverte comme si les mots étaient coincés quelque part dans sa gorge. Et maintenant, ai-je dit, ma voix ferme malgré l'émotion qui me parcourait, maintenant que vous avez découvert que j'ai de l'argent, soudainement je suis intéressante. Soudainement, je suis assez importante pour être reconnue. Qu'est-ce que cela dit de notre famille? Aurélie a semblé momentanément stupéfaite par ma réponse, mais s'est rapidement remise. Il ne s'agit pas de jalousie puérile d'enfance, Camille, a-t-elle lancé. Il s'agit d'une obligation familiale de base. Tu nous le dois. Je ne dois rien à personne, ai-je répliqué. L'argent que j'ai, je l'ai gagné par mon propre travail acharné et mes décisions stratégiques. Tout comme l'attention que tu as reçue toute notre vie, c'était quelque chose que tu n'as jamais eu à mériter. Ça t'a simplement été donné. C'est complètement différent, a crié Aurélie, son visage rouge de colère. Maman et papa étaient juste des parents. Bien sûr qu'ils étaient fiers de moi. Mais l'argent, le vrai argent, c'est quelque chose que tu partages avec ta famille. Comme tu as partagé l'attention et l'amour de tes parents avec moi, ai-je demandé calmement. Ma mère a finalement retrouvé sa voix. Camille, nous n'avons jamais voulu te faire sentir moins aimée, a-t-elle dit faiblement. Nous pensions juste qu'Aurélie avait besoin de plus de soutien. Tu as toujours été si capable, si indépendante. J'étais indépendante parce que je devais l'être, ai-je répliqué. J'étais capable parce que personne d'autre n'allait faire les choses pour moi. Mon père a finalement parlé, sa voix un murmure. 15 millions d'euros. Comment est-ce même possible? J'ai fait des investissements intelligents, ai-je dit simplement. En commençant par les 50 000 de mamie que vous vouliez que je donne à Aurélie pour son master. Aurélie n'avait pas fini. Alors, que se passe-t-il maintenant, a-t-elle exigé. Vas-tu aider ta famille ou continuer à être égoïste? Bruno et moi pourrions utiliser un acompte pour une maison. Maman et papa devraient pouvoir prendre leur retraite confortablement. C'est ce que la famille fait les uns pour les autres. Michel, qui était resté respectueusement silencieux pendant la majeure partie de la confrontation, a finalement pris la parole. D'après ce que j'ai observé aujourd'hui, Camille a donné à cette famille toute sa vie, mais pas financièrement. Peut-être qu'il est temps que quelqu'un lui rende quelque chose, comme le respect de base. Personne ne t'a rien demandé, lui a lancé Aurélie. Je pense que nous avons terminé ici, ai-je dit en posant ma serviette sur la table. Michel et moi allons rester à l'hôtel ce soir. Tu vas juste partir comme ça? Aurélie était incrédule. Après nous avoir largué cette bombe, typique de Camille, toujours à ne penser qu'à elle. Alors que je prenais mon sac à main et mon manteau, je me suis retourné pour un dernier regard sur ma famille. Mon père semblait toujours incapable de former des phrases complètes. Ma mère pleurait en silence. Bruno avait l'air de vouloir disparaître sous la table, et Aurélie se tenait les poings serrés, des années de sentiments de dû s'écrasant contre la réalisation soudaine que sa sœur négligée l'avait surpassé de la manière la plus tangible que la société mesure le succès. Le dîner de Noël était terminé. La dinde à moitié mangée, la bûche de Noël intacte. Alors que Michel et moi nous dirigions vers la porte, j'ai entendu Aurélie m'appeler. Cette conversation n'est pas terminée, Camille. Tu ne peux pas simplement cacher ton argent à ta famille et prétendre que c'est normal. Mais je sortais déjà dans l'air frais de décembre, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. La chambre d'hôtel Novotel ressemblait à un sanctuaire après le dîner explosif. Michel a commandé le service en chambre pendant que j'étais assise sur le bord du lit, alternant entre des éclats de rire soulagés et des moments de silence incrédule. Je n'arrive pas à croire que ça vient de se passer, ai-je dit pour peut-être la 10e fois. As-tu vu le visage de mon père? En 32 ans, je ne l'ai jamais vu sans voix. Michel s'est assis à côté de moi, me tendant un verre de vin du plateau du service en chambre. Tu as été magnifique, a-t-il dit, complètement digne, pendant que ta sœur faisait une crise de colère totale pour de l'argent qui n'est pas le sien.
Les conséquences ont commencé presque immédiatement. Mon téléphone a vibré de SMS et d'appels, d'abord d'Aurélie, puis de ma mère, et même de Bruno. Je l'ai mis en silencieux et l'ai posé face contre table sur la table de chevet. Ils devront attendre demain, ai-je dit. Je suis émotionnellement épuisé. Cette nuit-là, blotti contre la poitrine de Michel dans le lit de l'hôtel, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Il y avait de la tristesse pour la relation familiale que je n'avais jamais vraiment eue, de la colère pour des années de mépris, mais surtout un sentiment écrasant de libération. Le secret que j'avais porté si longtemps était enfin révélé, et bien que la révélation ait été chaotique, il y avait de la liberté à ne plus se cacher. Le matin a apporté un flot de notifications. Aurélie avait envoyé 17 SMS pendant la nuit, une montagne russe d'émotions allant de la fureur, « Comment oses-tu nous quitter ?» aux excuses, « Je suis désolé d'avoir crié, mais tu dois comprendre à quel point c'était choquant », à l'exigence, « Nous devons parler de la façon dont ton argent peut aider la famille », et de nouveau à la colère, « Ton silence est si immature et égoïste ». Ma mère avait appelé 4 fois et laissé des messages vocaux en larmes me demandant de s'il vous plaît revenir à la maison pour que nous puissions discuter. Bruno avait envoyé un seul SMS maladroit s'excusant pour le désastre du dîner et affirmant qu'il n'avait aucune part dans les attentes d'Aurélie. Mon père n'avait ni appelé ni envoyé de SMS. J'étais sous la douche quand on a frappé à la porte de la chambre d'hôtel. Michel a ouvert pour trouver mon père debout dans le couloir, portant toujours les vêtements de la veille, son visage hagard après ce qui semblait être une nuit blanche. « Je dois parler à ma fille », a-t-il dit. J'ai émergé de la salle de bain enveloppé dans un peignoir d'hôtel, mes cheveux mouillés dégoulinant sur mes épaules. « Papa », ai-je dit, surprise de le voir là. « Comment nous as-tu trouvés ? » « Il n'y a que 3 hôtels corrects en ville », a-t-il répondu. C'était mon deuxième arrêt. Le Hilton vous envoie ses salutations. La tentative d'humour est tombée à plat dans l'atmosphère tendue. Michel s'est excusé pour aller chercher du café dans le hall, nous laissant en privé. Mon père s'est assis lourdement sur la chaise du bureau pendant que je me perchais sur le bord du lit. Pendant près d'une minute entière, il n'a rien dit, se contentant de regarder ses mains. 15 millions d'euros, a-t-il finalement dit en secouant la tête. Je n'arrive toujours pas à m'y faire. Il ne s'agit pas de l'argent, papa, ai-je dit doucement. Il a levé les yeux, ses yeux rouges, cernés et fatigués. Je sais, a-t-il répondu, me surprenant. Il s'agit de la façon dont nous t'avons traité, dont nous t'avons toujours traité. La simple reconnaissance m'a prise au dépourvu. Je m'attendais à de la défensive, des justifications, peut-être même de la colère pour avoir dissimulé mon succès. L'aveu m'a presque fait monter les larmes aux yeux. Je n'ai pas été un bon père pour toi, a-t-il continué, sa voix rauque d'émotion. Je me suis dit qu'Aurélie avait besoin de plus d'attention, de plus de soutien, de plus de tout. Elle a toujours été si théâtrale, si exigeante. Toi, tu étais calme, capable, intelligente. J'ai pensé que cela signifiait que tu avais moins besoin de nous, mais ce n'était pas juste pour toi. Non, ça ne l'était pas, ai-je convenu, refusant d'adoucir la vérité pour qu'il se sente mieux. Ta mère et moi, nous sommes tombés dans un schéma très tôt. Aurélie pleurait et faisait des cris si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Toi, tu t'adaptais simplement, tu trouvais un autre moyen. Nous avons pris le chemin de la moindre résistance et tu en as souffert. Il s'est passé une main sur le visage. Quand tu avais 10 ans, tu as gagné ce concours de sciences à l'école. Tu te souviens ? Tu avais construit ce modèle de système solaire qui bougeait vraiment. J'étais si fier, mais je ne te l'ai jamais dit. Nous avons dû partir tôt parce qu'Aurélie s'ennuyait et faisait une scène. Je me souvenais. J'avais passé des semaines sur ce projet, calculant soigneusement les distances et les tailles relatives des planètes, construisant un moteur à partir d'un kit pour les faire tourner. J'ai gagné la première place, mais ma famille était déjà partie quand ils ont appelé mon nom. Il y a eu 1 millier de moments comme celui-là, ai-je dit. 1 millier de fois où mes réussites ont été balayées d'un revers de main alors que la médiocrité d'Aurélie était célébrée. Il a grincé des dents mais n'a pas argumenté. Tu as raison. Et maintenant, tu as réussi au-delà de ce que nous aurions pu imaginer et nous l'avons manqué. Nous avons manqué tout ton parcours. Est-ce que ça aurait compté si je n'avais pas réussi, ai-je demandé. Si j'étais juste une analyste ordinaire gagnant un salaire décent, aurions-nous cette conversation ? Ou est-ce qu'Aurélie serait toujours le centre de l'univers familial ? Il n'avait pas de réponse à cela. Notre conversation a été interrompue par la sonnerie de mon téléphone. Ma mère appelait de nouveau.
J'ai refusé l'appel, mais quelques instants plus tard, le téléphone de mon père a sonné. Il a répondu, parlant à voix basse, son expression devenant de plus en plus inconfortable. Ils sont à la maison, a-t-il dit après avoir raccroché. Ta mère et Aurélie, elles veulent te parler, à nous tous, en famille. À propos de mon argent, ai-je deviné. Il n'a pas pu croiser mon regard, ce qui était une réponse suffisante. Quand Michel est revenu, je l'ai mis au courant de la conversation. Est-ce que ça vaut la peine d'y retourner, a-t-il demandé, inquiet. Tu ne leur dois pas une autre confrontation. J'y ai réfléchi attentivement. Une partie de moi voulait quitter l'hôtel et reprendre le TGV pour Paris, laissant le désordre derrière moi. Mais une autre partie, celle qui avait passé une vie à chercher la reconnaissance de ma famille, voulait une résolution. Je pense que je dois finir ça, ai-je dit. Établir des limites une bonne fois pour toutes. De retour chez mes parents, j'ai trouvé ma mère et Aurélie qui attendaient dans le salon. Ma mère s'est précipitée pour me serrer dans ses bras, mais j'ai reculé, gardant mes distances. Parlons, c'est tout, ai-je dit. Aurélie avait clairement pleuré, son maquillage était maculé et ses yeux bouffis, mais la détermination de sa mâchoire me disait qu'elle était loin d'accepter la situation. Je veux m'excuser pour la façon dont j'ai réagi hier, a-t-elle commencé, sa voix contrôlée. C'était un choc de découvrir que ma sœur est secrètement riche pendant que nous avons des difficultés. Je t'ai vu accepter le soutien familial toute ta vie d'adulte, ai-je répondu. Frais de scolarité, aide au loyer, paiement de voiture, vacances. Même maintenant, à 34 ans, tu t'attends à ce que maman et papa subventionnent ton style de vie. Je n'ai jamais demandé ni reçu un centime. C'est différent, a-t-elle insisté. Ils ont offert cette aide parce qu'ils m'aiment. Et parce que je n'en avais pas besoin, je ne mérite pas le même amour, ai-je demandé. Ma mère est intervenue, sa voix suppliante. Nous vous aimons toutes les deux de la même manière, Camille. Nous l'avons juste montré différemment. Vous ne me l'avez pas montré du tout, ai-je dit sèchement. Toute mon enfance est une étude de cas sur le favoritisme. Ce n'est pas juste, a protesté ma mère. Nous étions présents pour toi aussi. Nomme une de mes réussites que vous avez célébrée avec autant d'enthousiasme que les galas de danse d'Aurélie, ai-je défié. Une seule fois où vous avez mis mes besoins avant les siens. Le silence était accablant. Aurélie, de plus en plus frustrée par la direction de la conversation, est allée droit à sa véritable préoccupation. Écoute, ce qui s'est passé dans le passé est fait. Nous sommes adultes maintenant. La question est, qu'est-ce que tu vas faire pour aider ta famille maintenant que nous savons que tu le peux? L'arrogance dans sa voix était stupéfiante. Rien, ai-je dit simplement. Rien? A-t-elle répété, incrédule. Tu as 15 millions d'euros et tu ne fais rien pour ta famille. Que as-tu jamais fait pour moi, ai-je demandé. À part rivaliser pour l'attention, mépriser mes accomplissements et maintenant exiger l'accès à mon argent. C'est ce que font les familles, Camille, a-t-elle presque crié. Elles se soutiennent. Oui, c'est vrai, ai-je convenu. Mais ce n'est pas du soutien que tu demandes. C'est un droit à quelque chose que tu n'as pas gagné. Si maman et papa avaient besoin de soins médicaux ou perdaient leur maison, c'est différent. Mais tu veux mon argent parce que tu penses mériter un meilleur style de vie que celui que tu as gagné toi-même. La conversation s'est détériorée à partir de là. Aurélie est devenue de plus en plus hostile, alternant entre les culpabilisations, les exigences directes et finalement les menaces de me couper de la famille si je ne partageais pas ma richesse. Ma mère pleurait et implorait la paix tout en omettant d'aborder les problèmes de fond. Mon père est resté assis en silence, tentant occasionnellement de modérer, mais semblant surtout vaincu. Après une heure d'arguments circulaires qui n'ont rien résolu, Michel et moi avons rassemblé nos affaires et nous sommes préparés à partir. Alors que nous nous dirigions vers la porte, mon père nous a suivis dehors jusqu'à la voiture. Je suis désolé, a-t-il dit simplement, pour tout, pour 32 ans d'erreur. J'ai hoché la tête, incapable de formuler une réponse qui engloberait la complexité de mes sentiments. Nous sommes retournés à Paris cet après-midi-là, 3 jours plus tôt que prévu. Pendant le long trajet, Michel et moi avons parlé de tout ce qui s'était passé. Tu as géré ça avec une grâce incroyable, a-t-il dit alors que nous approchions de Paris. La plupart des gens auraient soit cédé à la pression, soit complètement coupé les ponts. Je ne sais pas si les ponts ne sont pas déjà brûlés de toute façon, ai-je soupiré. Je n'imagine pas que Noël se passera ensemble l'année prochaine. Peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose, a-t-il suggéré doucement.
La famille devrait t'élever, pas te rabaisser. Parfois, la famille que nous choisissons est plus importante que la famille dans laquelle nous sommes nés. La semaine après Noël a apporté des retombées continues. Mes parents appelaient quotidiennement, leur approche évoluant de la défense d'Aurélie à la reconnaissance lente de leur rôle dans la création de la dynamique familiale. Mon père, en particulier, semblait réfléchir sincèrement à son comportement. « Je ne pense pas t'avoir jamais vraiment vu », a-t-il dit lors d'un appel. « J'étais si occupé à gérer les besoins d'Aurélie que j'ai manqué qui tu étais vraiment. Je suis fier de toi, Camille. Pas à cause de l'argent, mais parce que tu as construit quelque chose de remarquable malgré des parents qui t'ont manqué. » Ma mère a eu plus de mal à accepter sa responsabilité, revenant souvent à « mais nous vous aimions toutes les deux » ou Aurélie avait juste besoin de plus d'attention. Pourtant, je sentais un changement progressif dans sa perspective. De petites fissures dans le récit qu'elle avait maintenu pendant des décennies. Aurélie a adopté une approche différente. Après plusieurs jours de messages de colère auxquels je n'ai pas répondu, elle a commencé à contacter la famille élargie, partageant une version déformée des événements qui me présentait comme une sœur avide et égoïste qui refusait d'aider sa famille dans le besoin. Des cousins et des tantes à qui je parlais à peine ont commencé à envoyer des messages exprimant leur déception face à mon matérialisme. « Je ne t'ai jamais demandé d'argent auparavant », a écrit ma cousine Stéphanie, que je n'avais pas vue depuis 5 ans. « Mais mon fils veut vraiment aller au stage de foot cet été. Et comme tu es manifestement riche. » J'ai supprimé les messages sans répondre. Les personnes qui me connaissaient vraiment comprenaient la situation. Celles qui ne me contactaient que lorsque l'argent était en jeu confirmaient exactement pourquoi j'avais gardé mon succès privé si longtemps. 6 mois après l'explosion de Noël, le printemps avait apporté une nouvelle croissance, tant dans le monde naturel que dans ma vie personnelle. Les conséquences immédiates avaient été douloureuses, mais l'honnêteté forcée avait finalement créé un espace pour la guérison, même si cette guérison était différente de ce que j'aurais pu espérer autrefois. J'ai commencé à voir le docteur Élise Hébert, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux, qui m'a aidé à traiter les émotions complexes entourant mon enfance et la confrontation récente. Votre succès a déclenché un système familial qui était construit sur des rôles spécifiques, a-t-elle expliqué lors d'une séance. On vous a assigné le rôle de l'enfant autonome et négligé. Aurélie était l'enfant nécessiteux et célébré. Vos parents étaient les pourvoyeurs qui concentraient leurs ressources là où ils percevaient le plus grand besoin. Lorsque vous avez révélé votre succès, vous avez brisé ces rôles et tout le système familial s'est déstabilisé. Grâce à la thérapie, j'ai compris que même si je ne pouvais pas changer mon passé ou le comportement de ma famille, je pouvais établir des limites claires pour l'avenir. J'ai rédigé un email à toute ma famille décrivant ces limites. Je ne discuterai pas de mes finances. Je ne financerai pas le style de vie d'Aurélie, et je ne participerai qu'aux réunions de famille où mes réalisations et ma personne seraient respectées de manière égale à celle de ma sœur. La réponse à ces limites a varié de manière spectaculaire. Aurélie a essentiellement coupé le contact, envoyant un dernier message cinglant m'accusant de détruire la famille avec mon égoïsme. J'ai bloqué son numéro le jour même, une décision qui a apporté un soulagement immédiat. Ma relation avec mes parents a évolué vers quelque chose de plus limité, mais aussi de plus honnête. Nous parlions au téléphone toutes les quelques semaines, en évitant soigneusement les sujets qui déclencheraient d'anciens schémas. Mon père a fait de véritables efforts pour s'intéresser à ma vie et à mon travail, posant des questions réfléchies sur mon entreprise et reconnaissant mon expertise. « Je n'avais vraiment pas compris ce que tu construisais », m'a-t-il dit lors d'un appel. « Je supposais juste que quand tu disais finance, tu parlais d'un poste de débutant à pousser des papiers. Je suis désolé de n'avoir jamais demandé de détails. » Ma mère a trouvé l'ajustement plus difficile. Elle continuait à parler d'Aurélie, se lamentant fréquemment sur la rupture entre nous, sœurs, et suggérant parfois qu'un cadeau financier de ma part pourrait aider à guérir la relation. « Maman », ai-je dit fermement lors d'une de ces conversations. Ma relation avec Aurélie était brisée bien avant que l'argent n'entre en jeu. Je n'utiliserai pas mes ressources pour acheter une fausse sororité. Après mûre réflexion, j'ai pris une décision financière concernant ma famille. J'ai créé un fonds fiduciaire éducatif pour les enfants d'Aurélie, ma nièce et mon neveu, qui couvrirait leurs frais d'études supérieurs le moment venu. Le fonds était structuré de manière à ce que l'argent ne puisse être utilisé que pour l'éducation, sans possibilité pour Aurélie d'y accéder à d'autres fins. Quand j'ai parlé du fonds à mes parents, mon père a exprimé une gratitude sincère. « C'est incroyablement généreux, Camille, surtout compte tenu de tout ce qui s'est passé, a-t-il dit. « J'aime ces enfants », ai-je simplement répondu.
Leur avenir ne devrait pas être limité par les conflits d'adultes. Ma relation avec Michel s'est approfondie tout au long de cette période de bouleversement familial. Il m'avait vu à mon plus vulnérable et à mon plus puissant, témoin à la fois des blessures de mon enfance et de la force que j'avais développée en réponse à celle-ci. 6 mois après Noël, il m'a demandé en mariage lors d'un week-end en Bourgogne, me présentant une bague en émeraude vintage qui n'aurait pas pu être plus parfaite si je l'avais conçue moi-même. « Penses-tu que nous aurons des enfants un jour ?» a-t-il demandé alors que nous étions au lit cette nuit-là, ma tête sur sa poitrine, la nouvelle bague captant le clair de lune qui filtrait par la fenêtre. « Je pense que oui », ai-je répondu, surprise de voir à quel point je voulais cet avenir avec lui. « Mais nous ferons mieux que mes parents. Nous aimerons chaque enfant pour exactement ce qu'il est, pas pour celui qui a le plus besoin de nous. » À bien des égards, la guérison la plus profonde est venue de la construction de ce que Michel avait appelé ma famille choisie. Mes amis proches, en particulier ceux qui connaissaient mon succès depuis le début, m'ont apporté le soutien inconditionnel que je n'avais jamais trouvé à la maison. Nous avons célébré les fêtes ensemble, créé de nouvelles traditions et établi des liens basés sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou l'histoire. Le développement le plus inattendu a peut-être été l'évolution de ma relation avec l'argent lui-même. Pendant des années, ma richesse avait été une source secrète de validation, une preuve concrète que j'avais réussi malgré le manque de foi de ma famille en moi. Après la confrontation, j'ai commencé à la voir différemment, non pas comme un tableau de score, bu simplement comme un outil qui offrait sécurité et options. J'ai augmenté mes dons philanthropiques, en me concentrant particulièrement sur les organisations qui soutiennent les jeunes femmes dans la finance et la technologie. J'ai encadré des entrepreneurs en herbe, partageant à la fois des connaissances et, dans certains cas, un financement de démarrage pour des projets prometteurs. La joie que j'ai trouvée en aidant les autres à construire leurs rêves a largement dépassé la satisfaction creuse d'accumuler de la richesse en secret. Au moment où le prochain Noël approchait, j'avais tiré plusieurs leçons profondes de cette expérience. Premièrement, l'honnêteté, bien que parfois douloureuse, est finalement moins épuisante que la prétention. Vivre une double vie avait consommé une énergie émotionnelle énorme que je pouvais maintenant diriger vers des activités plus enrichissantes. Deuxièmement, l'argent ne crée pas de défauts de caractère, il les révèle. Ceux qui m'avaient toujours apprécié ont continué à le faire, quel que soit mon statut financier. Ceux qui ont soudainement montré de l'intérêt en apprenant ma richesse avaient toujours eu une approche transactionnelle des relations. Troisièmement, et peut-être le plus important, j'ai appris que ma valeur n'a jamais dépendu de la reconnaissance de ma famille. J'avais passé des décennies à chercher la validation de personnes qui étaient constitutionnellement incapables de la fournir. Cette reconnaissance devait venir de l'intérieur, de la connaissance de ma propre valeur, indépendamment de l'affirmation externe. Le voyage n'était pas terminé, bien sûr. Les systèmes familiaux ne se transforment pas du jour au lendemain, et les vieilles blessures ne guérissent pas complètement en quelques mois. Mais j'avais trouvé un chemin qui honorait à la fois mes expériences passées et mes possibilités futures. J'avais cessé de me laisser définir par ce que ma famille ne pouvait pas me donner et j'avais commencé à embrasser ce que je pouvais créer pour moi-même. Je serai toujours la fille qui a grandi dans l'ombre de sa sœur, mais je serais aussi devenue la femme qui est entrée dans sa propre lumière. Et c'était une histoire qui valait 15 millions d'euros.